Bonjour à tous, nous voici parvenus au 10e jour de confinement en France, avec une pandémie qui avance de façon exponentielle. En France, en Italie, en Espagne, très vite en Allemagne, bientôt très vite aux États-Unis, et avec ce risque dans les pays comme l'Inde, ou des pays africains, ou dans les pays de l'hémisphère sud, que là aussi elle se développe, alors que ces régions du monde sont généralement dépourvues de services médicaux et de services d'assistance nécessaires. Alors, dans ces conditions, se développe quand même une coopération internationale insuffisante. Il faudrait une grande coopération internationale pour une grande politique de santé publique. Mais cette coopération internationale, ce qui est un exemple de cette coopération, c'est le G20 qui se tient aujourd'hui. Et ce G20 a vu, pour le préparer, une discussion entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, le président chinois, dans laquelle il a été établi que les questions de santé publique devaient y être débattues, mais également les questions de santé, je dirais, financière. Mettons les deux choses ensemble. Et c'est essentiel parce qu'il faudra, pour une grande politique de santé publique qui doit être mondiale, une politique économique qui puisse la soutenir. Et c'est vers cette discussion, vers cet engagement de coopération internationale que l'on doit aller. Nous avons nous-mêmes appelé cela un nouveau Bretton Woods, mais aujourd'hui il faut aller bien au-delà encore. Alors, en France même, Emmanuel Macron a réuni un conseil scientifique, mais également quelque chose qu'on appelle aujourd'hui CARE, c'est-à-dire un comité d'analyse, de recherche et d'expertise, avec des chercheurs, une douzaine de chercheurs et de médecins qui doivent conseiller le gouvernement pour des tests et également pour tout ce qui concerne la politique de gestion de cette crise. Alors, on avance, mais pas suffisamment. Et ce qu'on a payé en France, c'est la négligence criminelle dont les autorités ont fait part dans le passé. Cette négligence, c'est la façon la plus extrême manifestée en ce qui concerne les masques, c'est-à-dire les instruments de protection. On en avait 1 milliard de masques chirurgicaux pour protéger tout le monde et environ 700 millions de masques FFP2 pour protéger les soignants qui sont les plus impliqués dans la crise lorsqu'elle doit être gérée. Tout cela a disparu et de nouvelles commandes n'ont pas été faites. Donc il ne s'agit pas de dire c'est la faute aux prédécesseurs ou c'est la faute du gouvernement actuel, c'est la faute à eux tous qui n'ont pas prévu. Le gouvernement actuel savait depuis fin janvier ce qui allait se produire, on avait une certaine idée. Agnès Buzyn l'a dit, et d'autres aussi. Alors, on n'a pas prévu, ce qui fait qu'on a laissé au front les médecins, les aides-soignants, les médecins de ville en particulier, les aides-soignants, les personnels des EHPAD, les caissières, les pompiers, les policiers, les gendarmes. On a laissé tout le service public sans les moyens de se protéger et en lui disant d'intervenir. C'est quelque chose d'absolument à la fois tragique et qui montre que on a été incapable de prévoir, qui met en cause l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. On peut parler de tous les autres éléments de cette crise. Par exemple, en ce qui concerne les tests, on n'avait pas assez, on en avait que 1000 au départ par jour. On en aura 29 000 la semaine prochaine, mais ce n'est encore pas assez. Ce n'est pas le niveau de la Corée du Sud. Des tests, évidemment, ont été mis en place en Chine. Il y aurait même des tests en Belgique qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc, mais on n'a pas vraiment mobilisé les choses en fonction de ce qui devait être fait. Les médicaments. Alors, on parle beaucoup la fameuse hydrochloroquine, qui n'est autre que la nivaquine qu'on utilise pour le paludisme depuis 1949. Alors, ça existe. On devait l'utiliser, ce n'est pas le remède miracle, mais les Chinois ont dit que c'était un remède qui a prouvé son efficacité, disons, pas absolue, mais qui pouvait être un instrument important. Et le professeur Raoult a eu raison de le souligner. C'est dit, il a eu tort de dire qu'il ne fallait pas de confinement. On n'avait pas les tests de dépistage, donc il fallait bien faire un confinement. Donc voilà, il y a un ensemble de politiques dans lesquelles on a été défaillant. Maintenant, les vaccins, Sanofi avec Pasteur, l'Institut Pasteur va de l'avant, mais
il n'y aura pas un vaccin avant 12 à 18 mois. Les Américains, Inovio, les Américains aussi, Moderna, on va de l'avant, les Chinois aussi. Donc dans tous ces domaines, tests de dépistage, masques de protection, vaccins et remèdes, on va de l'avant, mais pas assez vite. Et il faut là aussi beaucoup plus cette coopération internationale. J'ajouterai que chez nous, 3 ministres ont fait preuve d'une grande absence d'humanité et d'une terrible inconséquence. Gérald Darmanin, lorsqu'il dit aux Français de prendre leur congé au moment de leur confinement. Lorsqu'on dit aussi qu'il faudra aller au-delà des 35 heures, à titre provisoire ou pas, c'est pas clair. Donc, sans mobilisation, sans âme, ces mesures-là ne peuvent apparaître que comme encore davantage d'austérité sociale. Muriel Pénicaud qui blâme le secteur du bâtiment et des travaux publics en disant il faut y aller, il faut travailler, vous pouvez pas fermer, alors qu'on a dit qu'en même temps ce virus était très dangereux et que les gens du BTP y sont exposés, peut-être autant sinon plus que d'autres. Et enfin, le ministre Didier Guillaume de l'Agriculture qui a dit il faut aller à la campagne, les Français vous pouvez y aller, mais en faisant peut-être des centaines de kilomètres, en propageant le virus. Mais en même temps, quelle drôle d'idéologie, quelle étrange idéologie. Les agriculteurs savent très bien ce qu'ils ont à faire. Très bien. Ils le font bien. C'est seulement le ministre de l'Agriculture lui-même et le gouvernement qui ne font pas pour eux ce qu'ils devraient. Alors, dans ces circonstances, devant tant, je dirais, de laisser-aller, de désarroi et d'inhumanité, nous avons décidé d'établir une feuille de route qui vise à tracer les pistes d'une vraie mobilisation en profondeur, en prenant tous les éléments qui permettent cette mobilisation du point de vue d'un État conscient et qui est engagé dans le respect de la vie humaine et le respect de la création, le respect du bien commun et des générations futures. Il est évident que celui-là, jusqu'à maintenant, ne l'a certainement pas été. Alors, cette politique est nécessaire, comme le montre l'exemple de la grippe espagnole. La grippe espagnole, lorsqu'elle a commencé à se développer, pour y faire face, l'État n'était pas là, n'était pas présent. On a laissé dans chaque département, chez nous, les préfets faire chacun à leur façon. En Allemagne, on a laissé les municipalités. Alors, il faut un centre, il faut une source d'inspiration, une source d'activation. Et c'est pour tenter d'inspirer cela que nous avons écrit cette feuille de route que vous pouvez consulter sur notre site solidaritéprogrès.org et nous envoyer des messages pour dire ce que vous pensez est nécessaire, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez ajouter. C'est un document qui est pour engendrer une discussion sur ce qu'il faut faire et vers quoi il faut aller. Qu'on ne pense plus en termes de flux tendus, comme on l'a fait dans les hôpitaux, ou comme on l'a fait pour les masques, mais qu'on pense en termes de préparer l'avenir et de créer toutes les conditions où s'il se produit un événement inattendu, ce qu'on peut appeler, d'autres appellent un signe noir, soit dans le domaine de la santé publique, soit dans le domaine de l'économie, on soit prêt. Alors, évidemment, cette mobilisation intérieure de notre pays, à l'intérieur de notre pays, exige qu'il y ait en même temps un centre, un État et une autonomie des autorités locales dans le cadre des orientations fixées par cet État. C'est ce rapport-là qu'il faut rétablir, un rapport de confiance entre les citoyens et l'État. À l'international, évidemment, il faut que cette coopération aille plus loin. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu international. Un cessez-le-feu partout, en disant qu'on ne peut pas à la fois combattre une pandémie et continuer à se battre entre êtres humains. Nous le soutenons entièrement. Et c'est tout à fait nécessaire qu'il y ait une prise de conscience au cours du G20 à venir de cela. Nous savons bien que les gens du G20 peuvent, s'ils en ont la volonté, parvenir à se cesser le feu. Il ne s'agit pas de tel ou tel pays, qu'il s'agit d'un ordre qui va bien plus haut. Alors, nous ajoutons qu'il faut lever toutes les sanctions. On ne peut pas empêcher des pays d'avoir accès aux échanges internationaux alors qu'on a une pandémie, notamment en termes de médicaments. Il faut des médicaments à l'Iran. Il faut à l'Iran une inspiration sur ce qu'il faut faire. Alors il faut lever les sanctions, pas seulement vis-à-vis de l'Iran ou de la Corée du Nord, mais aussi vis-à-vis de la Russie et de la Chine, pour qu'il y ait une entente
une détente, une entente, une coopération entre les différents pays du monde pour être à la hauteur des circonstances. Et enfin, il faut fermer les marchés financiers. Fermer les marchés financiers pour créer les conditions où l'argent ne suinte plus, ne se dirige plus vers la spéculation, mais se dirige vers la création de richesses réelles, vers la santé publique, vers les infrastructures, vers le travail humain, et qu'on arrive à des conditions de justice sociale et de responsabilité. Alors, cette coopération à l'intérieur de notre pays, en Europe et dans les relations internationales, c'est ce à quoi nous devons parvenir. Et nous devons y parvenir, et nous ne pourrons y parvenir que si nous changeons notre façon de penser et d'agir. Nous devons penser collectif, nous devons penser bien commun, intérêt mutuel, intérêt général. C'est inscrit dans notre Constitution, mais il faut être digne de textes qui sont nos propres textes fondateurs et tout ce qui a fait notre histoire. Et c'est là que je fais un appel à la France pour qu'elle se comporte en modérateur, en inspirateur, en médiateur et en même temps en catalyseur. Nous pouvons être cette chose qui, dans une réaction chimique, provoque qu'elle soit positive, entraîne qu'elle soit positive, qu'elle se réalise, plutôt qu'elle ne se réalise pas. Et c'est là que nous pouvons jouer un rôle international, à condition de donner en même temps l'exemple chez nous. Voilà.